Je m'appelle Claire Bennett. J'avais 32 ans et je travaillais comme infirmière aux urgences lorsque mes parents sont apparus à ma porte d'entrée après minuit, mon frère aîné saignant entre eux. Au moment où j'ai vu Calb, la cicatrice près de mon épaule a commencé à me brûler. Cela faisait 17 ans qu'il avait brisé une bouteille et m'avait entaillé avec. J'avais 15 ans. Il en avait 18. Mes parents m'ont dit que je l'avais provoqué. Ma mère a dit que j'aurais dû savoir quand m'arrêter d'insister. Mon père m'a averti que dire la vérité à la police pourrait détruire l'avenir de Calb. C'est cette nuit-là que j'ai quitté leur maison. Aujourd'hui, ils se tenaient tous les trois devant la maison que j'avais construite sans eux, me demandant de protéger à nouveau Calb. Maman gardait une main sous son poignet blessé. Un torchon de cuisine avait été enroulé autour de sa paume. Mais le sang avait traversé le tissu et séché sur ses doigts. Papa se tenait de l'autre côté de Calb. Sa veste était mal boutonnée et il y avait une tache sombre sur l'une de ses manchettes. « Claire, laisse-nous entrer. » Maman a dit, nous n'avons pas le temps de nous disputer. Je n'ai pas bougé. Calb semblait plus âgé que le frère dont je me souvenais, mais son expression était la même. Il n'était pas effrayé par ce qui s'était passé. Il était irrité que cela soit devenu inconfortable. Qu'est-il arrivé à sa main? Ai-je demandé. Un accident de la route? A répondu papa. Calb a détourné le regard. Quel genre d'accident? Il a percuté un chevreuil. J'ai regardé au-delà d'eux en direction de la rue. Il n'y avait aucun véhicule dans mon allée, aucun phare près du trottoir. Rien d'autre que la berline de mes parents garée sous un réverbère. Où est le SUV? Au garage? A dit papa. Je m'en occupe. Sa réponse est venue trop vite. J'ai réorienté mon attention sur Calb. De petits morceaux de verre feuilleté adhéraient à l'épaule de sa veste. Ses yeux étaient rougés, même à plusieurs mètres. Je pouvais sentir l'alcool sous l'odeur métallique du sang. L'infirmière en moi a évalué la blessure automatiquement. La coupure était trop profonde pour un simple pansement et trop contaminée pour être traitée dans ma maison. Tu dois aller aux urgences, lui ai-je dit. Il faut peut-être des points de suture et un rappel de tétanos. Maman a secoué la tête avant que je n'ai fini. Pas d'hôpital. Alors appelez une ambulance. Claire. Sa voix s'est adoucie de cette manière calculée dont je me souvenais. S'il te plaît, nous sommes venus te voir parce que tu es la famille. Elle était là. Pas de l'inquiétude. Pas des excuses pour être apparue après des années de messages d'anniversaire tendus et d'appels. Malaisant pour les fêtes. Une obligation. Calb a pressé le torchon contre sa main et a grincé des dents. Nettoie-le et bande-le, a-t-il dit. C'est tout. Je ne traite pas ça ici. Papa s'est approché. Personne ne te demande de faire quoi que ce soit de mal. Vous arrivez après minuit avec un homme qui saigne. Pas de véhicule et une histoire qu'aucun d'eux vous ne peut raconter sans se regarder d'abord. Calb s'est raidi. Maman a baissé la voix. Cela n'a pas besoin de devenir plus grave que ce n'est déjà. Je suis allé au placard à côté de ma porte. J'ai pris un paquet scellé de gaz propre et le lui ai tendu. J'ai expliqué que Calb avait besoin de soins médicaux appropriés. Je n'ai pas examiné la plaie, ne l'ai pas nettoyée et ne les ai pas laissés entrer. Maman a fixé la gaze comme si je lui avais tendu une insulte. Avant qu'il ne parte, elle s'est retournée vers moi. S'il te plaît, ne dis à personne que Calb est venu ici ce soir. Elle n'a pas expliqué qui pourrait le demander. Mes parents l'ont guidé vers leur voiture. Calb ne m'a jamais remercié. Il ne s'est pas retourné. J'ai verrouillé la porte et j'ai regardé par la fenêtre jusqu'à ce que leurs feux arrière disparaissent. Mes mains n'ont commencé à trembler qu'après leur départ. Je me suis dit que c'était une vieille réaction.
Mon corps se souvenait de Kalb même si le reste de ma vie avait avancé. Je me suis aussi dit que s'il avait percuté un chevreuil, mon père pouvait s'occuper du SUV endommagé et Kalb pourrait éventuellement décider de chercher où. Non des soins médicaux. Rien de tout cela ne devait devenir ma responsabilité. À 6h04 le lendemain matin, maman m'a envoyé un message. Elle m'a rappelé que les familles survivaient en se protégeant les unes les autres. Puis elle a répété que personne n'avait besoin de savoir que Kalb avait été chez moi. Elle a envoyé un autre message 2 minutes plus tard. Si quelqu'un me posait des questions, elle voulait que je la contacte avant de répondre. C'est là que j'ai compris qu'ils n'étaient pas venus me voir seulement parce que Kalb était blessé. Ils étaient venus parce qu'ils avaient besoin de contrôler ce que je savais. J'ai sauvegardé les 2 messages. À 8h37, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée. Pas les coups précipités de maman de la nuit précédente. 3 coups mesurés suivis d'une pause. Par la fenêtre, j'ai vu 2 personnes se tenir sur mon perron. Une femme tenait un porte-carte d'identification. L'homme à côté d'elle portait une veste sombre ordinaire. Quand j'ai ouvert la porte, la femme s'est présentée sous le nom d'inspectrice Lena Ortiz. « Nous devons vous parler de votre frère. » a-t-elle dit. Mes yeux se sont dirigés vers la rue, m'attendant presque à voir mes parents attendre quelque part à proximité. Ils n'étaient pas là. L'inspectrice Ortiz a demandé si Kalb avait été chez moi la nuit précédente. J'ai senti la vieille cicatrice sous ma chemise. Mon frère avait déjà traîné mon nom dans quoi qu'il ait fait. Et mes parents le savaient avant de frapper à ma porte. Avant d'expliquer ce que l'inspectrice Ortiz m'a dit ou pourquoi ma famille croyait que je mentirais. Pour la personne qui m'avait attaqué. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Si vous avez déjà été sous pression pour protéger quelqu'un simplement parce qu'il s'agissait d'un membre de votre famille, vous comprenez déjà pourquoi des histoires comme celle-ci ont besoin d'une communauté prête à les entendre. Pour comprendre ce qui s'est passé sur mon perron ce matin-là, je dois vous ramener 17 ans en arrière. Revenons au premier secret que mes parents m'ont demandé de garder. J'avais 15 ans en 2009. Et presque toutes les règles dans notre maison dépendaient de quel enfant Bennett les avait enfreintes. Mon père, Robert, possédait Bennett Carrosserie et Réparation. Le garage était plus que son travail. C'était son nom, sa réputation, et le seul héritage qu'il estimait important. Kalb avait été élevé pour en hériter. À 18 ans, il y travaillait déjà aux côtés de papa. Du moins, c'était ainsi que mes parents le décrivaient. Certaines semaines, Kalb arrivait tous les matins. D'autres semaines, il manquait des quarts de travail. Empruntait de l'argent et rentrait à la maison en sentant l'alcool. Papa appelait cela grandir. Maman appelait cela de la pression. Aucun d'eux n'appelait cela un problème. J'étais l'enfant qui se souvenait des rendez-vous, accomplissait les tâches ménagères et maintenait ses notes élevées. Être digne de confiance ne me valait pas la liberté que Kalb recevait. Cela ne faisait que créer des attentes plus élevées. Si Kalb oubliait quelque chose, maman le lui rappelait. Si j'oubliais quelque chose, elle me disait qu'elle était déçue parce qu'elle attendait mieux de moi. Kalb pouvait hausser la voix et quitter la maison. J'étais censé baisser la mienne et rétablir la paix après son retour. Pendant des années, j'ai cru que cela signifiait que mes parents me faisaient confiance. Il m'a fallu beaucoup plus de temps pour comprendre qu'ils étaient simplement plus enclins à me faire porter le chapeau. Le jour où tout a changé a commencé au garage familial. Maman gardait les reçus de caisse et l'argent du ménage dans des enveloppes séparées à l'intérieur d'un tiroir de bureau verrouillé. J'y étais allé après l'école parce qu'elle voulait que je ramène à la maison plusieurs dossiers qu'elle avait oubliés. La porte latérale n'était pas verrouillée. Kalb était censé travailler dans la baie d'entretien. Mais je l'ai trouvé à l'intérieur du bureau à la place. Un tiroir était ouvert. Il avait l'une des enveloppes de maman dans la main et des billets pliés disparaissaient dans la poche de sa veste. Une bouteille à moitié vide posée sur le bureau à côté de lui. Kalb s'éterne vers moi.
Ses yeux sont descendus sur l'enveloppe dans ma main, puis sont remontés lentement vers mon visage. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Mais au moment où il a réalisé ce que j'avais vu, j'ai su qu'il ne allait pas me laisser partir tranquillement. Remets ça en place, ai-je dit. Kalb a jeté un coup d'œil à l'argent dans sa main. Tu n'as rien vu. C'est ta maman. Elle ne le remarquera pas. La bouteille sur le bureau expliquait l'odeur que j'avais remarquée en entrant. Kalb avait déjà bu, bien que papa s'attendait à ce qu'il retourne dans la baie d'entretien. Je me suis dirigé vers la porte. Je vais lui dire. Kalb s'est interposé devant moi. Il était plus grand que moi et pesait près du double de mon poids. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais cru qu'il me ferait sérieusement du mal. Il m'avait bousculé, avait frappé dans les murs et cassé des objets lors de disputes. Mais nos parents décrivaient toujours ces moments comme du tempérament. Ils disaient que Kalb devenait passionné quand les gens le poussaient à bout. Pousse-toi, lui ai-je dit. Arrête d'agir comme si tu dirigeais tout. Ce n'est pas le cas. Je ne vole simplement pas maman. Son expression a changé. La confiance a disparu en premier. Ce qui l'a remplacé, c'est la honte, suivie presque immédiatement par la colère. Il m'a attrapé le poignet. J'ai essayé de me dégager. La bouteille est tombée du bureau et a heurté le rebord d'un classeur métallique. Du verre s'est dispersé sur le sol. Kalb m'a relâché juste le temps de se pencher. J'ai pensé qu'il allait ramasser les morceaux brisés. Au lieu de cela, il a ramassé le goulot de la bouteille. Je me suis figé. Kalb. Pose ça. Il a avancé pendant que je reculais vers le mur. Lorsque j'ai tendu la main vers le téléphone du bureau, il a porté un coup. Le verre brisé m'a touché près de l'épaule gauche et a déchiré ma chemise. Je me souviens de la pression avant la douleur. Puis une chaleur s'est répandue le long de mon bras. J'ai regardé le sang et j'ai crié. Papa a atteint le bureau le premier. Maman a suivi quelques secondes plus tard. Kalb a lâché la bouteille. Il est venu vers moi. Ai-je dit. Il m'a coupé. Maman a regardé le sang sur ma chemise, puis le verre près des chaussures de Kalb. Puis elle a demandé à Kalb s'il était blessé. Cette question m'est restée plus longtemps que la douleur. Papa a enroulé un chiffon propre du garage autour de mon épaule et m'a dit de le tenir fermement. Maman a emmené Kalb dans le couloir et lui a parlé à voix basse. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais j'en ai entendu suffisamment. Elle voulait savoir si quelqu'un d'autre nous avait vus. Pas si Kalb avait eu l'intention de me faire du mal, pas si je pouvais bouger le bras. Mais si quelqu'un avait vu. Papa m'a conduite à l'hôpital. Maman était assise à côté de moi sur le siège arrière, pressant le chiffon contre mon épaule. Avant que nous n'entrions au service des urgences, papa s'est retourné. C'était un accident. Je l'ai fixé. Il a ramassé la bouteille. Vous vous disputiez. Maman a dit, tu l'as suivi dans le bureau et tu ne voulais pas le laisser tranquille. Il a volé ton argent. Cela ne te donne pas le droit de le provoquer lorsqu'il a bu. Ces mots ont rendu l'intérieur de la voiture plus étroit. Il m'a coupé. Tu as poussé jusqu'à ce qu'il réagisse. A-t-elle répondu. À quoi t'attendais-tu? J'ai commencé à pleurer alors, doucement. Parce que même cela semblait être quelque chose dont on pouvait me blâmer. Papa a dit que Kalb avait 18 ans. Une accusation pénale détruirait son avenir. Mettrait fin à sa place au garage et le suivrait pour le reste de sa vie. Personne n'a parlé de ce pourquoi la blessure pourrait me suivre, moi. Si quelqu'un demande, a dit papa. La bouteille est tombée et s'est brisée. Tu as glissé en essayant de la ramasser. J'ai secoué la tête. Maman a serré ma main. Tu dois penser à ce que cela pourrait nous faire à tous.
lorsque l'infirmière du tri a demandé ce qui s'était passé. J'ai répété l'histoire que mes parents m'avaient donnée. Une bouteille était tombée. J'avais glissé. C'était un accident. L'infirmière a regardé la direction de la coupure, puis mes parents. Elle a demandé à me parler seule. Mais j'étais terrifié par ce qui se passerait si je changeais ma version. J'ai répété le mensonge. La plaie a nécessité plusieurs couches de points de suture. Elle a laissé une ligne surélevée sur mon épaule qui est restée visible longtemps après la disparition des contusions. Pendant que papa s'occupait des formulaires de l'hôpital et que maman passait des coups de téléphone. Dans le couloir, j'ai demandé à utiliser un téléphone. J'ai appelé tante Hélène. Elle est arrivée avant que je ne sois libéré. Hélène était la sœur cadette de maman, mais elle n'avait jamais été proche. Ma mère la considérait comme trop secrète et trop encline à remettre en question les décisions familiales. Ce soir-là, Hélène n'a pas exigé d'explication. Elle a regardé le pansement sur mon épaule. A vu la façon dont je sursautais chaque fois que papa haussait la voix, et a posé une question. Tu te sens en sécurité de rentrer à la maison? C'était la première fois qu'un adulte me demandait ce que je ressentais au lieu de me dire ce que je devais. Non. Hélène s'est tournée vers mes parents. Alors elle vient avec moi. Maman s'est objectée immédiatement. Papa a dit qu'Hélène s'ingérait dans une affaire familiale privée. Hélène ne s'est pas disputée à propos de Kalb. Elle ne les a accusés de rien qu'elle ne pouvait prouver. Elle a simplement refusé de partir sans moi. Maman a finalement accepté à la condition que je revienne après m'être calmé. J'ai quitté l'hôpital avec Hélène, portant un sweatshirt emprunté par-dessus mes pansements. Je n'ai plus jamais habité dans la maison de mes parents. Les semaines suivantes ont été un mélange confus de questions officielles et de pression familiale. Une fois loin de Kalb, j'ai raconté à Hélène ce qui s'était passé. Un rapport a été fait, mais j'avais déjà décrit la blessure comme accidentelle à l'hôpital. Il n'y avait eu aucun témoin indépendant à l'intérieur du bureau et mes parents soutenaient la version de Kalb. Aucune poursuite pénale n'a suivi. Hélène a demandé la tutelle d'urgence. Mes parents auraient pu la contester. Mais cela leur aurait imposé d'expliquer la blessure et leur refus de me laisser rentrer à la maison. À moins que je ne présente des excuses à Kalb. Ils ont signé l'accord nécessaire à la place. Maman a dit aux proches que j'avais choisi Hélène parce qu'elle me permettait d'éviter la discipline. Papa a dit que j'avais divisé la famille à cause d'un accident. Kalb ne m'a jamais contacté pour s'excuser. Pendant des mois, je me réveillais chaque fois que j'entendais du verre frapper une surface dure. Je dormais avec la porte de ma chambre verrouillée. Même si Hélène n'était jamais entrée sans frapper. Elle ne m'a jamais dit que je devais leur pardonner. Elle m'a laissé du temps. Lors des rendez-vous de suivi, elle attendait à l'extérieur de la salle d'examen. À moins que je ne lui demande de rester. Quand j'avais des difficultés à l'école, elle m'aidait sans prendre le contrôle. Quand j'ai changé d'avis 3 fois sur le fait de savoir si je voulais entrer en contact avec mes parents, elle a traité chaque décision comme étant la mienne. Cette constance m'a changé plus que n'importe quel discours aurait pu le faire. Je me suis finalement intéressé au métier d'infirmière parce que l'hôpital avait été le premier endroit où quelqu'un en dehors de ma famille avait reconnu que mes explications ne correspondaient pas à ma blessure. Je voulais devenir le genre de personne qui remarque quand les mots de quelqu'un ont été façonnés par la peur. Les années ont passé. La cicatrice s'est aplatie mais n'a jamais disparu. J'ai fini mes études. Terminé ma formation d'infirmière et bâti une carrière dans les soins d'urgence. J'ai appris à rester calme pendant que les autres paniquaient. J'ai appris que la compassion pouvait exister à côté des règles et qu'aider quelqu'un ne signifiait pas le protéger de toutes les conséquences. Mes parents sont restés à distance. Maman envoyait des messages d'anniversaire qui semblaient affectueux jusqu'à ce que je remarque qu'elle ne mentionnait jamais la raison de mon départ. Papa transmettait occasionnellement des nouvelles du garage. Aucun des deux n'a demandé ce que Kalb avait fait pour réparer le mal.
Leur version préférée de la réconciliation m'imposait de revenir sans que personne ne reconnaisse. Pourquoi j'étais parti? J'ai refusé. Calb est devenu directeur des opérations chez Bennett Carrosserie et Réparation. Papa avait toujours l'intention de lui faire hériter de l'entreprise. D'après le peu que j'ai entendu, Calb a continué à boire. Chaque incident devenait une autre urgence familiale privée qui disparaissait avant que les outsiders ne puissent la comprendre. J'ai cru que la distance m'avait protégé de ce système. Puis, à 32 ans, j'ai ouvert ma porte d'entrée et je les ai trouvés tous les trois en train d'attendre. Se tenant en face de l'inspectrice Ortiz le lendemain matin. J'ai réalisé que la distance les avait seulement empêchés de m'atteindre jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. J'ai invité les détectives à entrer. Le coéquipier d'Ortiz est resté près de l'entrée pendant qu'elle s'asseyait en face de moi à la table de la cuisine. Elle a demandé quand j'avais vu Calb pour la dernière fois hier soir. À quelle heure est-il arrivé? Après minuit. Je n'ai pas vérifié immédiatement. Mais il était environ 12h30. Elle l'a noté. Dans quel état était-il? Il avait une coupure profonde à la main. Il y avait du verre sur sa veste et je pouvais sentir l'alcool. Vous a-t-il dit comment il s'était blessé? Mon père a dit que Calb avait percuté un chevreuil. Avez-vous vu le véhicule? Non. Papa a dit qu'il était au garage. Ortiz m'a étudié pendant un moment. Votre frère est-il resté ici? Non. Je ne les ai pas laissés entrer. Son coéquipier a levé les yeux de ses notes. Ortiz a posé une photographie sur la table. Elle montrait un jeune homme aux cheveux foncés et au sourire discret. Il s'appelait Noah Ruiz. Il avait 19 ans. L'utilisation du passé m'a atteinte avant le reste de ses explications. Noah rentrait chez lui à vélo après le travail lorsqu'un véhicule l'a percuté et a pris la fuite. Les secouristes l'ont trouvé au bord de la route, mais ses blessures étaient mortelles. J'ai à nouveau regardé la photographie. Qu'est-ce que Calb a à voir avec lui? Nous sommes encore en train d'établir cela. Votre frère nous a dit qu'il était chez vous depuis environ 22h30 hier soir jusqu'à plus de 1h ce matin. Pendant quelques secondes. Je n'ai rien pu entendre d'autre que le bourdonnement du réfrigérateur derrière moi. Il a dit cela et vous a identifié comme quelqu'un pouvant confirmer où il se trouvait. Calb n'avait pas simplement espéré que je garderais le silence. Il avait construit sa défense autour de ma coopération avant même que quiconque ne me le demande. La vieille règle familiale n'avait pas changé. Calb prenait la décision, mes parents la protégeaient, et le coup m'était attribué. Ortiz a demandé si quelqu'un m'avait contacté pour me dire ce que je devais dire. J'ai déverrouillé mon téléphone et lui ai montré les messages de maman. Il y avait aussi un appel manqué de maman à 7h02 ce matin-là. J'avais écouté le message vocal mais n'avais pas encore dit aux inspecteurs ce qu'il contenait. Dans celui-ci, maman admettait qu'un cycliste avait été impliqué. Elle insistait sur le fait que Calb pensait que la personne s'était relevée ensuite. Puis elle m'a demandé de dire que Calb était arrivé avant minuit et était resté chez moi. Elle n'a jamais mentionné le nom de Noah. Elle n'a jamais dit qu'il était mort. Lorsque l'enregistrement a pris fin, Ortiz n'a pas réagi de façon spectaculaire. Elle a demandé l'autorisation de le conserver et m'a demandé de ne supprimer aucune communication. Je lui ai tout donné. Ensuite, je lui ai parlé de la visite de Calb depuis le début. Le SUV manquant, le verre feuilleté, sa main blessée. L'alcool et l'insistance de mes parents pour qu'aucun dossier médical ne soit créé. J'ai pris soin de séparer ce que j'avais observé de ce que je soupçonnais. Ortiz l'a remarqué. Vous êtes très précise. A-t-elle dit. Je suis infirmière. Les devinettes peuvent faire du mal aux gens. Elle a fermé son carnet. Votre famille pourrait vous contacter à nouveau. Vous n'êtes pas obligé de leur parler. Si.
quelqu'un vous menace ou vous pousse à changer votre version. Conservez en la preuve et contactez-nous. Après le départ des inspecteurs, je suis resté debout à côté de la porte d'entrée fermée. À 15 ans. J'avais menti parce que les adultes autour de moi insistaient sur le fait que dire la vérité détruirait Calb. À 32 ans, le mensonge l'attendait déjà avant même que je ne sache qu'un jeune homme était mort. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé passer sur le répondeur. Elle a rappelé. Puis papa a appelé. Le message de Calb est arrivé ensuite. Je n'ai lu que la première ligne avant de verrouiller l'écran. Il m'accusait d'utiliser la mort de Noah pour le punir d'une chose survenue 17 ans plus tôt. Il ne niait toujours pas m'avoir utilisé comme alibi. Le message vocal de maman était différent. Elle pleurait. Elle disait que Calb avait paniqué. Elle disait qu'il n'avait eu l'intention de faire mourir personne et qu'une seule erreur terrible ne devait pas effacer toute sa vie. J'ai pensé à la photo de Noah. Calb avait encore une vie dans laquelle les gens pouvaient débattre de son avenir. Noah n'en avait plus. Le message de papa s'est concentré sur l'entreprise. Il a averti que des employés dépendaient du garage et qu'une enquête pourrait détruire tout ce qu'il avait mis des décennies à bâtir. Chacun d'eux présentait une conséquence différente. Aucune ne commençait par la personne que Calb avait laissée au bord de la route. J'ai transmis chaque communication à l'inspectrice Ortiz. Pendant les premiers jours, j'ai mal dormi et j'ai vérifié mes serrures à plusieurs reprises. Au travail, je pouvais gérer les urgences des autres. Mais quand je rentrais chez moi, chaque pièce silencieuse semblait remplie des voix de ma famille. Je savais que j'avais dit la vérité. Je me sentais toujours coupable. Cette contradiction me faisait peur. Une partie de moi croyait que la culpabilité signifiait que j'avais fait quelque chose de mal. Une autre partie la reconnaissait comme la vieille réaction que mes parents avaient inculquée en moi. Hélène est venue me voir après que je lui ai enfin parlé des inspecteurs. Elle s'est assise à ma table de cuisine sur la même chaise qu'Ortiz avait occupée. Je me demande toujours si je fais ça parce que je le hais. Ai-je avoué? Est-ce le cas? Je ne sais pas. Parfois. Ce n'est pas la même question que de savoir si tu as dit la vérité. Si je coopère, Calb pourrait passer des années en prison. Papa pourrait perdre le garage. Maman. Hélène a levé la main doucement. Tu n'as pas fait conduire Calb. Tu n'as pas fait cacher le véhicule par Robert. Tu n'as pas fait en sorte que Diane te contacte. Je sais. Tu le comprends. Cela ne veut pas dire que tu le ressens déjà. Elle avait apporté une ancienne boîte d'archives de chez elle. À l'intérieur se trouvaient les documents qu'elle avait conservés depuis 2009. Mes papiers de sortie d'hôpital. Les documents de tutelle et la photo qu'elle avait prise de mon épaule bandée le matin après mon départ. Les notes médicales décrivaient une lacération profonde du ovaire. Elle notait également que j'avais l'air sur mes gardes et que je regardais à plusieurs reprises vers mes parents avant de répondre aux questions. Voir ces mots ne prouvait rien concernant Noah. Ce n'était pas une preuve que Calb avait causé la collision. Cela me rappelait que mes incertitudes avaient une histoire. J'avais été entraîné à douter de moi-même chaque fois que la vérité menaçait Calb. Hélène a fermé le dossier. Tu n'as pas besoin du passé pour prouver ce qui s'est passé la semaine dernière, a-t-elle dit. Mais tu en auras peut-être besoin pour te rappeler pourquoi leur pression est si puissante. J'ai contacté Ortiz et confirmé que ma déclaration n'avait pas changé. Puis j'ai envoyé un message à mes parents. Je leur ai dit que je ne discuterai pas de l'enquête. Je conserverai toute tentative de me mettre la pression et je répondrai honnêtement aux enquêteurs. Maman a répondu que j'avais choisi des inconnus plutôt que ma propre famille. Je n'ai pas répondu. L'enquête s'est poursuivie sans moi. Cela comptait. Pendant des années, mes parents avaient décrit chaque conflit comme mon accusation contre Calb.
Si je pouvais être dépeinte comme émotive, ingrate ou vindicative. Il croyait que les faits disparaîtraient avec ma crédibilité. Cette fois, des preuves existaient en dehors de notre famille. Une caméra de surveillance avait enregistré un SUV sombre appartenant à Bennett Carrosserier. Réparation se déplaçant vers la route où Noah avait été percuté. Une autre caméra avait capturé le même véhicule retournant dans la direction du garage peu de temps après. Les enquêteurs ont obtenu les données de géolocalisation du téléphone. Le téléphone de Kalb avait emprunté le même itinéraire avant d'être éteint. Il s'était reconnecté plus tard près du garage de réparation. Les reçus et les images de vidéosurveillance de l'établissement où Kalb avait passé la soirée ont confirmé qu'il avait bu avant de repartir au volant. Un mandat de perquisition a été exécuté chez Bennett Carrosserie et Réparation. À ce moment-là, les panneaux avant endommagés du SUV avaient été retirés. Le phare avait été remplacé et des parties de la carrosserie avaient été préparées pour être repeintes. Papa avait passé sa vie d'adulte à apprendre comment faire paraître intacts des véhicules endommagés. Il ne pouvait pas tout effacer. Les enquêteurs ont récupéré des fragments microscopiques dans des zones sous le SUV qui n'avaient pas été nettoyées. De la peinture transférée du vélo de Noah restait logée sous le châssis. Du matériel réfléchissant provenant de l'équipement de cyclisme de Noah a été trouvé à l'intérieur d'une couture endommagée. Le sang trouvé à l'intérieur du véhicule correspondait à celui de Kalb, confirmant qu'il y avait été blessé. Le système d'accès du garage montrait papa entrant après minuit. Des portions des enregistrements de sécurité avaient été supprimées. Mais les journaux de suppression subsistaient. Les données récupérables montraient le SUV endommagé déplacé dans une zone de travail restreinte. Bien après la fermeture du garage. Papa n'avait pas simplement appris l'existence de la collision après le début de l'enquête. Il avait agi avant le lever du soleil. Les relevés téléphoniques de maman ont établi une communication répétée avec Kalb et papa pendant la même période. Ces messages à mon intention complétaient la tentative de faux alibi. Les preuves ne sont pas apparues d'un coup. Les semaines sont devenues des mois. Pendant ce temps, l'histoire s'est répandue dans ma ville natale. Des proches à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des messages m'accusant d'utiliser une tragédie pour régler un vieux compte. De anciens clients du garage ont répété la version de maman selon laquelle Kalb avait subi un accident, avait paniqué et s'était tourné vers sa famille. Certaines personnes disaient que j'aurais dû gérer cela en privé. Je n'ai jamais compris comment un jeune homme de 19 ans mort pouvait être traité comme une affaire privée de la famille Bennett. Je ne me suis pas défendu en ligne. Je n'ai pas contacté de journaliste ni publié les messages. Chaque réponse publique aurait détourné l'attention vers notre conflit familial et loin de Noah. Pourtant, rester silencieuse publiquement était différent du silence que mes parents exigeaient. Je ne cachais pas la vérité. Je laissais les preuves parler là où cela importait. Kalb a changé sa version plus d'une fois. D'abord, il a dit qu'il avait passé toute la soirée avec moi. Lorsque les enquêteurs ont établi qu'il était arrivé après minuit. Il a dit qu'il avait confondu les heures parce qu'il était blessé. Plus tard, il a prétendu que quelqu'un d'autre avait conduit le SUV du garage. Cette explication a échoué lorsque les relevés téléphoniques, les données de sécurité récupérées et son sang à l'intérieur du véhicule ont concordé. Papa a d'abord nié avoir touché au SUV. Il a admis plus tard l'avoir réparé. Mais a prétendu que Kalb ne lui avait parlé de la collision qu'après le début des travaux. Les horodatages l'ont contredit. Maman a insisté sur le fait qu'elle avait cru que Kalb avait percuté un chevreuil. Son message vocal faisant référence à un cycliste a contredit cette affirmation. Leurs histoires se sont séparées dès que se protéger les uns les autres est devenu personnellement coûteux. J'avais jadis cru que la famille Bennett était puissante parce qu'elle présentait toujours une seule version unie des événements. L'enquête a révélé que leur unité dépendait du fait que personne n'examine les détails. Lorsque les accusations ont été annoncées, j'étais au travail. Kalb faisait face à la responsabilité de la mort de Noah, au délit de fuite et à la participation à la dissimulation.
Papa faisait face à des accusations de falsification de preuves et d'entraves liées au SUV et au registre du garage. Maman faisait face à des accusations basées sur ses efforts pour construire le faux alibi et influencer ce que je disais aux enquêteurs. J'ai lu l'annonce seul dans la salle de pause du personnel. Pendant des années, j'avais imaginé ce que l'on pourrait ressentir si quelqu'un demandait enfin des comptes à Kalb. Je m'attendais à de la satisfaction. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. Un jeune homme était toujours mort. Mes parents étaient toujours les personnes qui m'avaient vu saigner et avaient décidé que l'avenir de Kalb importait davantage. Les accusations ne me réparaient rien de tout cela. Elles empêchaient simplement un autre mensonge de s'y substituer. Le processus judiciaire a duré plus d'1 an. J'ai rencontré des procureurs et me suis préparé à la possibilité de témoigner. Ils m'ont averti que la défense de Kalb mettrait l'accent sur notre éloignement, selon l'argument que ses avocats préparaient. J'avais gardé de la rancœur depuis l'adolescence et j'avais interprété une visite innocente comme une preuve de culpabilité. Cette possibilité m'a empêché de dormir. Je savais ce que j'avais vu. Mais je savais aussi à quel point mes parents avaient réécrit l'attaque de la bouteille de façon convaincante. Ils avaient répété leur version depuis si longtemps que certains proches croyaient sincèrement que je me étais blessé moi-même lors d'une crise de colère. Je craignais qu'une salle d'audience ne devienne un autre endroit où mon caractère compterait plus que la conduite de Kalb. Le procureur m'a rappelé que mon témoignage faisait partie d'un dossier beaucoup plus vaste. Les enregistrements du trafic ne se souvenaient pas du passé. Les fragments du véhicule ne gardaient pas de rancune. Les registres d'accès du garage n'avaient aucune opinion sur ma famille. Les preuves n'avaient aucun rôle d'enfance à protéger. Alors que les préparatifs du procès se poursuivaient, les avocats de Kalb ont reçu les rapports médico-légaux complets. La défense pouvait contester mes motivations, mais elle ne pouvait pas expliquer chaque fait indépendant. Kalb a finalement accepté de reconnaître sa responsabilité légale plutôt que d'aller jusqu'à un procès complet. Il a reconnu avoir conduit après avoir bu, avoir percuté Noah, avoir quitté les lieux et avoir participé à la tentative de dissimulation du véhicule. La reconnaissance était factuelle plutôt que profondément remplie de remords. Il a continué à décrire ses décisions comme de la panique. Comme si la panique l'avait contrôlé pendant chaque heure qui avait suivi. Mais pour la première fois, son avenir n'était pas protégé en rejetant la faute sur moi. Papa a conclu un accord séparé concernant la destruction et la dissimulation de preuves. Lors de l'audience, il a admis qu'il avait utilisé le garage pour cacher le SUV parce qu'il croyait que protéger Kalb était sa responsabilité. C'était ce qu'il avait de plus proche de reconnaître que son silence et son aide pratique étaient des choix. Maman a accepté sa responsabilité pour entrave et tentative d'influencer mon témoignage. Même alors, elle s'est décrite comme une mère effrayée essayant de sauver son fils. Elle n'avait pas entièrement tort. Elle avait été effrayée. Le problème était que sa peur avait toujours rendu la sécurité de quelqu'un d'autre sacrifiable. Kalb a reçu une longue peine de prison ferme. Papa a reçu une peine de prison plus courte suivie d'une mise à l'épreuve. Maman a reçu une libération conditionnelle sous surveillance. Des conditions strictes et des obligations de travaux d'intérêt général en vertu de son accord. Les peines étaient différentes parce que leur conduite avait été différente. Aucun d'eux n'a échappé aux conséquences. À l'audience finale, Rosa Ruiz était assise plusieurs rangs devant moi, tenant une photo de Noah. Jusqu'alors, je l'avais connu principalement à travers des rapports. 19 ans, étudiant dans un collège communautaire, rentrant chez lui à vélo après le travail. Entendre sa mère parler a changé cela. Elle ne l'a pas décrit comme une preuve ou un numéro de victime. Elle a décrit la place inachevée qu'il avait laissée dans sa vie. Les appels ordinaires qui ne viendraient jamais. La chaise qui resterait vide et l'avenir qui avait disparu sur une route où Kalb avait eu trop peur de retourner. Sa peine a enlevé la dernière tentation de voir l'affaire comme une bataille entre moi et ma famille. Elle ne nous avait jamais appartenu à nous seuls. Ensuite, Rosa s'est approchée de moi dans le couloir du tribunal.
Pendant un moment, aucune de nous ne savait quoi dire. Merci de leur avoir dit ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Je suis désolé pour Noah. Elle a hoché la tête. Il n'y a pas eu d'embrassade, pas d'amitié soudaine et aucun pardon à recevoir pour moi. Je n'avais pas causé sa perte et dire la vérité ne me faisait pas faire partie de sa famille. Nous étions simplement deux personnes reliées par les conséquences des choix du même homme. Puis nous sommes partis dans des directions différentes. Bennett Carrosserie et Réparation n'a pas survécu. Les frais d'avocat étaient considérables, mais l'argent n'en était qu'une partie. Les clients ont cessé de faire confiance à l'entreprise après avoir appris que son équipement, ses registres et sa propriété avaient été utilisés pour cacher une collision mortelle. Le garage a finalement été vendu. Papa avait passé des années à soutenir que le silence protégeait l'héritage des Bennett. C'est son silence qui y a mis fin. Maman a laissé plusieurs messages vocaux après les audiences. Ses excuses commençaient sincèrement, puis bifurquaient à nouveau vers la justification. Elle était désolée que j'ai été placé dans une position impossible. Elle était désolée que la famille soit devenue divisée. Elle souhaitait que j'aie compris à quel point elle avait été désespérée. Elle ne pouvait toujours pas dire qu'elle avait choisi Calb plutôt que moi, à 2 reprises. Papa a écrit au lieu d'appeler. Sa première lettre était courte. Il a admis que l'attaque de Calb en 2009 n'avait pas été un accident. Il a admis qu'il avait su que je disais la vérité avant même que nous n'atteignions l'hôpital. Il a dit qu'il avait cru que sauver l'avenir de Calb préserverait la famille. Puis il a reconnu que chaque tentative de protéger Calb lui avait appris que quelqu'un d'autre en payerait le prix. J'ai lu la lettre plus d'une fois. Pendant des années, j'avais imaginé qu'entendre papa admettre la vérité changerait tout. Cela a changé une chose. Je n'avais plus à me demander s'il m'avait cru. C'était le cas. Il avait simplement choisi de ne pas me protéger. Cette certitude faisait mal, mais elle était nette. J'ai envoyé une seule réponse. J'ai dit à papa que j'acceptais qu'il ait enfin reconnu ce qui s'était passé. Je lui ai aussi dit que cette reconnaissance ne rétablissait pas la confiance. Tout contact futur devait rester par écrit et respecter les limites que je fixais. Je ne rendrai pas visite à Calb. Je ne discuterai pas de l'affaire pénale avec maman. Je ne participerai pas à une autre campagne familiale visant à réinterpréter leur choix. Papa n'a pas discuté. Maman a continué d'appeler pendant plusieurs semaines, alors j'ai bloqué son numéro. Certains proches ont dit que cela me rendait rancunière. Ils avaient raison. Le pardon n'était pas quelque que je devais selon le calendrier d'une autre personne. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais confondu la paix avec la distance. Partir à 15 ans m'avait sauvé. Mais une partie de moi était restée à l'extérieur de la maison de mes parents, attendant toujours qu'ils ouvrent la porte et admettent qu'ils auraient dû me protéger. L'enquête m'a appris que ma liberté ne pouvait pas dépendre de ce moment. Leur reconnaissance n'était pas la source de la vérité. Mon souvenir avait été vrai avant que papa ne l'admette. La mort de Noah avait été réelle avant que Calb n'en accepte la responsabilité. Et mes limites étaient valides avant que quiconque ne les approuve. 18 mois après que les inspecteurs sont venus chez moi pour la première fois, je me suis tenu devant le miroir de mon couloir avant de partir travailler. Je portais un chemisier qui ne couvrait pas le bord supérieur de ma cicatrice. Pendant des années, j'avais choisi des vêtements qui la gardaient cachée. Je me disais que les patients n'avaient pas besoin de la voir. Mais la raison plus profonde était que les questions me faisaient me sentir exposé. Ce matin-là, je l'ai laissée visible. La cicatrice ne représentait plus la nuit où Calb avait prouvé qu'il pouvait me faire du mal. Elle représentait la nuit où j'avais survécu à la famille qui insistait sur le fait que son avenir importait plus que le mien. Quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée. Le son me faisait toujours crisper les épaules pendant une demi-seconde. Puis j'ai respiré et j'ai regardé par la fenêtre. Hélène se tenait dehors avec 2 tasses de café. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. À 15 ans, un seuil de porte représentait une fuite. À 32 ans, cela représentait un choix. Mes parents ne pouvaient plus décider quand je restais, quand je partais.
de quoi je me souvenais ou qui je protégeais. C'était ma maison, ma vie, ma vérité. Et à partir de ce moment-là, personne n'entrait à moins que je ne choisisse de le laisser entrer.